l'on ne méprise que ce que l'on ne comprend pas. Anatole France. Ce matin-là, alors que le soleil baignait notre terrasse d'une lumière douce, mon mari, Marc, m'a regardé avec ce demi-sourire que je connaissais trop bien. Un de ceux qu'il réservait à ses collègues pour montrer qu'il avait toujours le dernier mot. Franchement, je pensais qu'elle aurait fait quelque chose de sa vie. Mais bon, elle est restée une ratée. Un rire général s'est élevé autour de la table. 4 hommes, des costumes froissés, des égos repus. Moi? Je souriais, doucement, sereinement. Il ne savait rien. Je m'appelle Claire, j'ai 45 ans. Pendant 20 ans, j'ai été la femme de Marc. Invisible mais indispensable. Présente à chaque réunion de famille, silencieuse lors des dîners d'affaires, dévouée aux enfants et à sa carrière. Mais en coulisses, j'ai construit autre chose. Mon monde à moi. L'art numérique, les NFT, les placements en bourse, les cryptos. Pendant que lui racontait ses blagues grivoises au bar, moi, je décodais des tendances. J'étais devenue stratège, patiente, discrète, dangereusement sous-estimée. La veille, mon portefeuille d'investissement avait franchi les 2 millions d'euros. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était ce que ce chiffre représentait. Mon indépendance, ma revanche silencieuse. En servant les boissons à ces hommes sur 2, je les ai observés. Ils ne me voyaient pas. Ils ne m'avaient jamais vue. Mais moi, je voyais tout. J'entendais tout. Et puis il a dit « J'aurais dû épouser quelqu'un d'un peu plus ambitieuse. » Ce mot, ambitieuse, a résonné dans mon crâne comme une vieille promesse brisée. J'ai eu envie de rire, mais j'ai préféré agir. Le lendemain, dans le silence complice de la banque, j'ai imprimé mon relevé de compte. Je l'ai glissé dans une enveloppe blanche. Aucune note, aucun mot. Juste les chiffres, ils parleraient pour moi. Dans la cuisine, pendant qu'il buvait son café, j'ai posé l'enveloppe devant lui. Il a levé les yeux, surpris. J'ai soutenu son regard. Et j'ai attendu. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà été sous-estimé par quelqu'un que tu aimais? Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Celle de demain sera encore plus inattendue. J'ai hâte de la partager avec toi. Il a ouvert l'enveloppe sans méfiance. Peut-être croyait-il que c'était une énième facture ou une note de service quelconque. Mais en voyant les chiffres, ses sourcils se sont haussés, puis froncés. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé, sa voix se voulant autoritaire, mais légèrement tremblante. Je me suis approchée, calmement, et j'ai pris une gorgée de mon thé avant de répondre. Mon échec personnel, le silence s'est installé. Un silence épais, gênant. Marc a relu le relevé une 2e fois, puis une 3e, comme s'il s'attendait à ce que les chiffres se modifient par magie. 2 millions d'euros, répartis entre des comptes offshore, des investissements numériques et quelques placements immobiliers sous mon nom de jeune fille. Comment? Depuis quand? C'est une blague? Je l'ai regardé droit dans les yeux, ce même regard qu'il n'avait pas croisé depuis des années. Je n'avais plus envie de me cacher. Depuis que tu m'as dit que je devais me trouver un vrai hobby, tu te souviens? Il a blêmi. Il se rappelait. C'était 3 ans auparavant, lors d'un dîner où j'avais timidement évoqué mon intérêt pour les NFT. Il avait ri devant ses amis, m'avait coupé et m'avait conseillé d'apprendre à faire des macarons, comme toutes les bonnes femmes au foyer. Ce jour-là, j'avais décidé de ne plus rien partager avec lui. Tu m'as traité de raté devant tes collègues, Marc. Je voulais juste te rappeler ce que ça fait d'être invisible. Mais plus pour longtemps. Il a voulu parler, balbutier une justification, mais son téléphone a sonné. Ironie du sort, c'était un appel de sa société. J'ai vu le nom du contact s'afficher. Gérald RH. Il n'a pas décroché. J'ai souri intérieurement. J'avais encore quelques révélations à lui faire. Car cette fortune n'était qu'un début. Marc ne parlait plus. Il était là, figé dans sa chaise, le regard vide, le relevé bancaire entre les mains comme s'il venait de recevoir un diagnostic fatal. Moi, je respirais enfin. Comme si mes poumons n'avaient jamais eu la permission de se remplir librement avant cet instant. Je suis montée dans notre chambre et j'ai sorti la valise que je gardais prête depuis des mois. Pas pour fuir, pour me choisir. Ce n'était pas une décision précipitée. Depuis longtemps, je préparais mon départ. En silence. J'avais trouvé un appartement au centre-ville, lumineux, décoré selon mes goûts,
remplie d'œuvres d'art indépendantes que j'achetais discrètement. J'avais déjà fait rediriger une partie de mon courrier là-bas. Marc m'avait sous-estimé pendant 2 décennies, croyant que sa réussite suffisait pour nous deux. Il ne comprenait pas que j'avais soif de plus qu'un rôle d'ombre. Pendant qu'il tournait en rond au rez-de-chaussée, moi, je prenais le contrôle. En redescendant, il était assis sur le canapé, le front dans les mains. « Claire, tu peux pas partir comme ça. On peut arranger ça, non ?» Je me suis arrêtée net. Il avait toujours été si sûr de lui, si arrogant, si dominateur. Et maintenant, il me suppliait. « Ce n'est pas moi que tu regrettes de perdre, Marc. C'est le confort, le contrôle, et peut-être aussi l'image. Ta femme qui reste à sa place pendant que tu fais des blagues sexistes à table. Mais cette femme-là, elle est morte depuis longtemps. » Je me suis avancée, lui ai tendu une lettre d'adieu que j'avais écrite il y a 6 mois, lorsque j'avais atteint le 1 million. C'était mon plan de secours, mon parachute. Je suis partie sans me retourner. Ce soir-là, je me suis installée dans mon nouveau chez-moi, un loft aux grandes baies vitrées, avec vue sur la Seine. J'ai débouché une bouteille de champagne, la plus chère de ma vie, et j'ai trinqué. Pas à la vengeance, à la libération. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Marc ne comptait pas s'arrêter là. Il allait tout faire pour me faire regretter mon départ, y compris exposer mes secrets, et il ignorait que j'étais déjà prête à frapper là où ça ferait le plus mal. Je pensais que tout s'apaiserait une fois la porte fermée, que le silence remplacerait les sarcasmes, que l'air serait plus léger loin de lui. Ce fut vrai, pendant 2 jours. Le 3e matin, mon téléphone vibra frénétiquement. Notifications, mentions, messages d'amis lointains et de collègues oubliés. Mon cœur se serra. Marc avait publié une longue tirade sur LinkedIn, de toutes les plateformes. Il y racontait notre séparation, à sa manière. Après 20 ans de sacrifice pour sa famille, un homme se retrouve abandonné. Ma femme, jadis douce et dévouée, a été séduite par l'argent. Aujourd'hui millionnaire, elle m'a quitté comme on claque une porte, pour une vie d'apparence. Le post avait récolté des centaines de likes et de commentaires. Certains le plaignaient, d'autres l'encourageaient. Une image, lui, seul avec une tasse de café, en noir et blanc. Ridicule. J'étais furieuse. Pas pour les mensonges, mais parce qu'il m'obligeait à sortir de mon silence. Je n'étais pas prête à livrer toute mon histoire sur Internet, mais je ne pouvais pas le laisser manipuler le récit. Alors j'ai contacté une vieille connaissance, Célia, journaliste indépendante, qui avait toujours voulu m'interviewer sur mes investissements secrets. Elle m'avait dit « Ton histoire mérite d'être racontée, pas pour lui. Pour toutes celles qu'on traite de ratées alors qu'elles construisent des empires dans l'ombre. » En 24 heures, l'article était en ligne. Sobre, élégant, sans vengeance, juste la vérité, mon parcours, mes choix, mon réveil. Et surtout cette phrase en conclusion « On m'a traité de ratée. Aujourd'hui, je finance mes rêves. Et aucun homme ne me fera croire que ce n'est pas assez. » Marc m'a envoyé un message ce soir-là. 2 mots. « Tu vas le payer. » Je n'ai pas répondu à son message. Pas un mot, pas une ligne. Mais je l'ai senti. Le calme avant la tempête. 3 jours plus tard, je reçus un appel de ma banque. Mon compte principal, celui que j'utilisais pour mes investissements personnels, venait d'être signalé pour activité suspecte. Un virement de 300 000 € avait été annulé, bloqué. Motif ? Contestation d'autorité. Apparemment, un copropriétaire contestait ma légitimité sur les fonds. J'étais abasourdie. Comment Marc avait-il pu accéder à ces informations ? Puis j'ai compris. Pendant toutes ces années de mépris, il avait tout de même conservé un œil sur mes papiers. Il savait que j'utilisais parfois mon ancien nom de famille, que je n'avais jamais complètement séparé mes affaires personnelles du foyer conjugal. Une faille que je n'avais pas vue venir. Je me suis rendue chez mon notaire. Là, j'ai posé la question que je redoutais. S'il attaque, a-t-il une chance de récupérer une partie de mes biens ? Un silence. Puis un hochement de tête prudent. Ce qu'il revendique comme acquis commun peut être exploité s'il prouve que tu as utilisé des ressources du ménage au départ. C'était faux, mensonger, mais possible à construire avec assez de mauvaise foi. C'est à ce moment-là que je pris ma décision. Je ne défendrai pas seulement ma fortune, je défendrai mon histoire. Le lendemain, j'ai contacté Léonard, mon avocat fiscaliste, un redoutable joueur d'échecs juridiques. Ensemble, on allait verrouiller chaque faille, retracer chaque investissement
chaque document, chaque contrat. Mais pendant ce temps, Marc se déchaînait. Il apparaissait dans des podcasts sur les hommes sacrifiés, partageait sa version romancée à qui voulait bien l'écouter. Il jouait le veuf blanc, l'homme blessé, trahi. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en creusant si loin, il réveillerait aussi mes propres armes. Car j'avais moi aussi des choses à dire. Et surtout, des preuves. La première fois que j'ai vu mon visage en une d'un magazine économique, j'ai cru que c'était une blague. Une self-made woman dans l'ombre d'un mari dominateur. L'histoire de Claire M. L'article faisait écho à l'interview publiée par Célia, mais cette fois, l'audience était nationale. On y parlait de résilience, de stratégie financière, de femmes qui investissent en silence pendant qu'on les croit soumises. Le message était clair. J'étais tout, sauf une ratée. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des avocats, des journalistes, même des ONG qui voulaient honte que je devienne ambassadrice de campagne pour l'autonomie des femmes. Mais au milieu de ce tourbillon, une voix manquait à l'appel. Marc. Pas de message, pas d'attaque, pas de plainte. Il préparait quelque chose, j'en étais certaine. Et j'avais raison. 3 jours plus tard, je reçois une mise en demeure. Il voulait récupérer la moitié de la richesse accumulée pendant notre mariage, prétendant que mes investissements avaient été possibles grâce à la stabilité financière qu'il avait assurée. Il osait me présenter comme un parasite économique. Moi, qui avais refusé des promotions, reporté des projets, renoncé à ma thèse pour lui permettre de briller. Je n'avais pas l'intention de me justifier, mais je savais que je devais riposter intelligemment. Je suis allée dans le grenier de la maison de mes parents, où j'avais entreposé des cartons vieux de 20 ans. Là, j'ai retrouvé les cahiers, les tableurs imprimés, les premiers documents de mes placements, tous réalisés avant même notre mariage. Preuves irréfutables. L'arme parfaite. Je les ai scannés, classés, archivés. Mais surtout, je les ai envoyés anonymement à un journaliste spécialisé dans les divorces à fort enjeu. 2 jours plus tard, un article paraissait. L'homme d'affaires qui veut spolier sa femme devenue riche sans lui. Marc est sorti de ses gonds. En direct, sur une radio locale, il a perdu ses nerfs, insultant le journaliste, m'accusant d'avoir tout orchestré. Il venait de se tirer une balle dans le pied. Et moi, j'étais prête pour le coup final. J'aurais pu me contenter de cette victoire médiatique. L'opinion publique tournait enfin en ma faveur. Marc, de plus en plus isolé, semblait perdre pied à chaque apparition. Mais je ne voulais pas une victoire de façade. Je voulais qu'il sache, profondément, viscéralement, que ce qu'il avait détruit, je l'avais reconstruit sans lui. Mieux, plus fort. J'ai organisé une réception dans un hôtel particulier que je venais tout juste d'acheter à mon nom seul. Une soirée privée pour présenter ma nouvelle fondation. Un fonds d'investissement destiné à soutenir les femmes entrepreneurs de plus de 40 ans. L'invitation portait une phrase simple, mais piquante. Pour celles qu'on appelle ratées, jusqu'à ce qu'elles réussissent. J'avais invité tout le monde. Journalistes, influenceurs, avocats, anciennes collègues, vieilles amies, même certains membres de sa famille qui m'avaient toujours soutenu en silence. L'événement fit sensation. Et comme prévu, Marc vint, pas comme invité, mais en s'introduisant parmi les curieux restés dehors, espérant capter un moment de faiblesse. Il me vit au bras d'un partenaire d'affaires suisse, élégant, respectueux, tout ce qu'il n'avait jamais été. Il tenta de s'approcher. Je le vis. Je fis mine de ne pas le reconnaître. Mais plus tard, dans la soirée, il se faufila à mes côtés et me souffla « Tu crois avoir gagné ? Tu n'es rien sans moi. C'est moi qui t'ai rendu visible. » Je me tournai lentement vers lui, souriante. « Non, Marc, c'est toi qui m'as rendu invisible, et c'est en disparaissant que tu m'as libéré. » Il resta figé, silencieux, puis tourna les talons. Ce fut la dernière fois que je le vis en public. Mais la partie n'était pas finie. Le procès approchait. Et même si j'avais toutes les preuves, je savais qu'il allait tenter une dernière manœuvre, car les gens comme Marc ne partent jamais sans un coup bas. Le procès s'annonçait comme une formalité. Mes avocats avaient tout. Chaque transaction, chaque date, chaque décision stratégique prouvait que ma fortune avait été bâtie sans son aide. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était le coup de théâtre qu'il allait tenter. La veille de l'audience, mon avocate m'appela d'un ton nerveux. « Claire, il a engagé un témoin, une femme. Elle prétend que tu lui as confié sous serment avoir utilisé les revenus de Marc pour démarrer tes placements. » Je crus que c'était une blague. « Et qui ?»« Une certaine Aline. Elle travaillait avec toi à la bibliothèque municipale. » Aline, une ancienne collègue.
jalouse, amère, que j'avais dû renvoyer après des mois d'absentéisme. Bien sûr qu'il l'avait trouvée. Le lendemain, au tribunal, elle témoigna. D'une voix faussement douce, elle affirma que j'avais toujours dit que Marc laissait de l'argent traîner et que c'était facile de le mettre à profit. Je restais impassible. Quand mon tour vint, je me levai. J'ai ici les relevés de mes comptes personnels depuis mes 22 ans. Tous. Je n'ai jamais utilisé un centime de Marc. Et si besoin, je suis prête à jurer sous serment que cette femme ment. Puis je me tournai vers le juge. Mais plus encore. J'aimerais rappeler une chose. Je ne suis pas ici pour réclamer sa fortune. Je suis ici parce qu'il veut m'arracher ce que j'ai construit seul. Ce procès ne parle pas d'argent. Il parle de pouvoir. Du sien, qu'il pense encore avoir sur moi. Le silence fut lourd. Puis, le juge hocha la tête. 3 semaines plus tard, le verdict tomba. Aucune compensation pour Marc. Pire, il fut condamné à couvrir une partie de mes frais d'avocat. Je n'ai pas sauté de joie. Je n'ai pas pleuré non plus. Je suis sortie du tribunal et j'ai respiré. Un souffle long, ancien. Comme si 20 ans de silence sortaient enfin de ma poitrine. Ce jour-là, je n'ai pas fêté une victoire. J'ai célébré une renaissance. Et dans la voiture, sur le chemin du retour, mon téléphone vibra. Un message de Célia. « Tu sais, ma mère t'admire en secret. Elle n'osera jamais te le dire. Mais moi, je voulais que tu le saches. » Je souris. Cette fois, vraiment, pour moi.